C'est donc la place du bien-être et du mieux-être au sein du tourisme qui est la question. La première erreur consisterait à penser que le mieux-être, c'est quelque chose d'homogène et de monolithique. Le mieux-être de X n'est pas forcément le mieux-être de Y. Donc déjà, le mieux-être a des formes différentes qu'il faut identifier parce que la recherche du mieux-être, quelque part, c'est toujours la réaction à un mal-être. Quel mieux-être cherche-t-on dans le voyage d'agrément? C'est ça la question. Quels sont les moyens susceptibles de nous les procurer? C'est une autre question. De nous procurer quoi, finalement? C'est du plaisir. C'est du plaisir. Il faut oser prononcer le nom. Le tourisme, c'est l'invention du voyage par plaisir. Petit rappel, évidemment, quand même historique. Le mieux-être, le tourisme-thérapie, etc. Se soigner par et dans le voyage, la chose n'est évidemment pas nouvelle. La chose n'est pas nouvelle. Disons qu'elle apparaît dès ce qu'on pourrait appeler les proto-touristes, pardon, je ne vais pas les à savoir à partir de la Renaissance. Et là, j'insiste sur le fait que le touriste est un individu compliqué, et qu'il faut abandonner et casser avec cette vision toute faite qu'éternise l'expression « simple touriste ». Le touriste est tout sauf simple. Il est beaucoup plus sophistiqué, même à son insu, et en plus il est instable, c'est-à-dire qu'il évolue en permanence. Quand vous parliez de la demande, non seulement il faut identifier une demande, mais il faut identifier l'évolution de cette demande. Le tourisme est un symptôme de société, et qu'un symptôme, ça renvoie forcément à un syndrome, et que c'est le syndrome de notre société. On a le tourisme qu'on mérite. Quand vous observez le tourisme, vous savez ce qui va bien, ce qui va mal dans notre société. Ce que notre société attend, ce qu'elle redoute, etc., etc. Il faut toujours percevoir le tourisme comme ça. Autrement, on ne comprend pas l'intérêt du tourisme. On pense que c'est une chose qui est là depuis toujours et qu'il suffit de bien l'exploiter avec un peu d'astuce. Non, ce n'est pas si simple que ça, évidemment. Disons que le tourisme, c'est quand même l'invention du voyage et l'invasion du voyage par le principe de plaisir. On voyage pour son plaisir. Bien penser ce que ça veut dire, éprouver du plaisir. C'est-à-dire que le voyage est un déterminant érotique de notre société. Une société sans plaisir est une société qui meurt. Est une société sans joie, une société sans dynamisme. Donc il ne s'agit pas de condamner cette recherche du plaisir, il s'agit de la comprendre et de lui donner les moyens de s'exprimer. C'est l'invasion du voyage par le principe de plaisir qui se précise par réaction contre des réalités, justement. Des réalités qui sont génératrices, elles, de mal-être, qu'on va appeler stress, qu'on va appeler anxiété, qu'on va appeler ennui. Je pense que nous sommes tous plus ou moins tentés d'adhérer à un portrait robot du touriste qui consiste à le voir un petit peu comme un homme actif, toujours en recherche d'activité, sous peine de s'ennuyer, précisément, sous peine d'être déçu, sous peine d'être insatisfait, et que cette conviction que nous avons que le touriste, au fond, c'est d'abord ça, quelqu'un qui demande à faire quelque chose, nous conduit quelque part à penser qu'on résout le problème du tourisme en multipliant les attractions. Croire que le touriste, comme aurait dit Bourdieu, est plein de bonne volonté culturelle, c'est quand même de l'angélisme. Croire qu'il est amoureux de la nature, c'en est un autre. Bon. Pas forcément, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Bien penser que sa recherche de bien-être, parfois c'est à son insu. C'est inconscient, il ne sait pas trop. C'est moins une demande qu'une attente, en fait. À charge pour les professionnels de décrypter cette attente. Et là, effectivement, c'est une fonction, la profession du tourisme devient une fonction de médiation, finalement, entre le touriste et l'objet de plaisir. À nous de trouver, observateurs ou professionnels, ce lien entre le sujet et l'objet de plaisir. Nature, culture, les deux grandes polarités du tourisme, c'est ou l'un ou l'autre ou les deux en même temps. On va nous parler de l'alliance de la forêt et de la musique d'ici peu. Bon, j'en suis tout à fait d'accord, mais qu'est-ce que c'est au juste que la nature et qu'est-ce que c'est que ce sentiment? La première chose que les Français apprécient dans la campagne, c'est le silence. Et que ce patrimoine-là, on ne le valorise sans doute pas assez. Ce que vous devez valoriser, c'est votre vide, c'est votre néant, c'est votre silence, c'est votre néant acoustique, enfin. Ou en tout cas, un univers sensoriel suffisamment calme pour que j'entende mes propres bruits, parce que c'est au fond, c'est ça le silence. Et puis la deuxième fonction aussi de la campagne, c'est un espace propice à des convivialités qui sont impossibles ailleurs. C'est un lieu d'espace, d'habitat individuel, où l'on peut retisser des liens, recomposer des tribus, recomposer des associations. Et vous le savez, la tendance est très lourde aujourd'hui, même au niveau européen,
dans les pratiques de loisirs autour de la famille et de la famille étendue et des tribus d'amis. Vous avez un magnifique indicateur publié chaque année qui est l'indicateur de Ipsos Europe Assistance sur les grandes tendances en Europe et le tourisme. À une époque, il y avait certains pays qui généraient des touristes plus découvreurs que grégaires, et aujourd'hui, c'est quand même, la barre est franchie dans tous les pays. La première destination, c'est la famille. Ou le regroupement, ou le groupe, ou la tribu, les sphères affinitaires. On se regroupe par, je dirais, une spécialité partagée. Vous avez un camping près de Bormes-les-Mimosas, près du Lavandou. Les gens rentrent le 1er août dans ce camping, ils en sortent le 31. Dedans, ils ont jacuzzi, petite alimentation générale, coiffeur, cinéma. Ils ont, comme dans les hôtels, un petit bracelet pour pouvoir accéder aux différents services. Et ils vivent, au fond, dans un univers de croisière. Ils sont à bord d'un bateau immobile à terre. C'est une croisière à quai, en quelque sorte. Et ils sont très bien comme ça. Donc, le problème, c'est que le bien-être, il est là pour eux. Et qu'effectivement, quand on écoute les discours très moralisateurs des politiques, oui... les gens prennent des vacances pour découvrir la diversité culturelle, pour se rapprocher de la nature, etc. Quand vous allez au Lavandou, vous cherchez et vous ne trouvez pas. Voilà. Donc ça fait partie aussi du bien-être et de la recherche du bien-être dans notre société. Il faut bien sûr se soustraire à l'influence du portrait robot que nous avons tous plus ou moins dans la tête du touriste. Ne jamais perdre de vue que le tourisme est un symptôme de société. Qu'on ne peut donc se permettre de réduire ce touriste à un trio d'activités qui serait se reposer, se divertir, faire la fête et puis éventuellement s'enrichir. Voyager, c'est aussi disparaître. Pas l'oublier. Et c'est même de plus en plus difficile, même en voyage. Je veux dire, on est tellement toujours reliés, toujours câblés. Le mythe du voyage de la rupture, il a pris un sacré coup. Le voyage comme délivrance, libération, rupture. Vous êtes toujours en connexion Internet. Il faut penser désormais la demande dans une autre dimension, qui n'est plus au fond de l'ordre du faire ou du vouloir faire quelque chose, mais bien du vouloir être, ou être quelque chose ou quelqu'un. L'être précède l'avoir. Et si on ne comprend pas l'être, on va forcément se tromper, ou on a de fortes chances en tout cas, pour se tromper sur l'avoir ou le faire. Les vacances, c'est quoi? C'est une expérience d'extraterritorialité. Je suis hors de chez moi. Je suis aussi hors de moi. Je distingue 4 désirs sur ce qu'on appelle un mapping, je dirais, entre deux polarités, le soi et l'autrui, le désert et la société. Le vide, le plein, l'individu et l'alter ego. L'ego et l'alter ego. Un hôte peut très bien se positionner dans ce cadre-là, sur la place de l'autre. Quand j'accueille un touriste, je suis l'autre du touriste. Ou alors, je peux, au contraire, me placer dans la rêverie cénobite. Le cénobitisme, c'est quoi? C'est l'ermitage collectif. La grégarité, la tentation sociétale, c'est plutôt de l'ordre du regroupement affinitaire, festif, etc., qui donne lieu parfois à des formes, vous le connaissez, sans doute extrêmement étonnantes, festives, orgiaques, délirantes. Je pense par exemple à Ibiza. 4e désir, le songe altruiste, parce que tout le reste, c'est ce que Pérec appelait l'endotisme. C'est le contraire de l'exotisme. C'est le chez-soi versus le pas chez-soi. Et il y a des patrimoines qui n'existent que parce que le sujet s'implique entièrement. On peut avoir des bibliothèques sans lecteurs et des musées sans visiteurs. Mais il y a des patrimoines qui n'existent que parce qu'il y a visiteurs, qui naissent dans le regard de l'autre. Vraiment. Et ça, c'est ce que j'appellerais plutôt les patrimoines existentiels. Alors, j'évoque l'esthétique, le sensoriel. Vous savez, ce sont tous ces patrimoines. Je vais parler du silence, mais on peut parler des odeurs. Patrimoine des odeurs, patrimoine de la couleur. On appréhende le monde par les sens, par les 5 sens, et même plus. La mobilité, le mouvement, la lenteur. Le patrimoine nocturne aussi. L'ethnographique, l'empathique, le patrimoine, cette fois-ci, c'est le quotidien. C'est le quotidien. C'est justement celle qui, généralement, est cachée par des patrimoines objectifs, qui est un petit peu les coulisses de la vie locale. Et ça, je pense que ça mériterait d'être développé. Il y a un 4e patrimoine existentiel que j'appelle le confidentiel ou le marginal, c'est-à-dire, au fond, des attractions nouvelles
qui peuvent être perçus comme excentriques, parce que peu visités, du style les cimetières. Et puis il y a aussi, dans le patrimoine existentiel, vous avez ce que j'appelle l'endotique l'immédiat. Alors ça intéresse tout le monde, c'est développer du tourisme à domicile. La Seine-Saint-Denis et Limoges ont été les 2 premiers à le faire. Les premiers touristes, c'est vous, adressés aux habitants de la ville. Devenez touriste chez vous. Aujourd'hui, quand on vend quelque chose, on ne vend pas que quelque chose. On vend tout l'univers qui va avec et l'histoire qui va avec. Et donc, si vous voulez, on a besoin aussi, dans nos voyages, d'intrigue, de romance. D'une introduction, d'un déroulement, d'une fin, d'actes, de scènes. Le dénominateur commun, c'est de donner du sens, une épaisseur narrative au lieu. C'est pas pour rien aussi que les communes, les départements se battent pour que tel ou tel feuilleton soit tourné chez eux. Après, les gens viennent en disant « Tiens, c'était là. Voilà. Ce lieu qui n'a aucun intérêt, d'un seul coup, on a parce qu'il a une histoire. » Dans tout voyage, et on parlait d'être, il y a un enjeu qui est identitaire, l'identité de soi. Quand je voyage, je suis hors de moi. Non pas en colère, mais je suis sorti de ma coquille. Et je sors de ma coquille pour 2 raisons. J'ai 2 projets possibles existentiels, justement. C'est ou bien je vis cette extraterritorialité comme un moment privilégié pour me réapproprier moi. Un moment où enfin, débarrassé de la gangue du quotidien, de toutes les contraintes du quotidien, je peux me déshabiller et me découvrir moi. Je ne suis plus dans une société de la fonction, mais une société du rôle. Ça, c'est le premier enjeu. Et je pense qu'aucun voyage n'échappe, si court soit-il, si proche soit-il, aucun voyage n'échappe à ce type d'expérience existentielle. On peut très bien ne pas s'en rendre compte ou ne pas vouloir le reconnaître, mais l'enjeu est là. L'enjeu est là. Et puis, il y a l'autre solution qui existe aussi quand même, qui est que le soi, au fond, auquel on aspire et qui va me procurer du bien-être, ce n'est plus un soi que je me réapproprie, mais un soi dont je change. Ce n'est plus être soi, c'est devenir un autre. Et ça, c'est aussi un fantasme très fort lié au voyage. Donc, c'est plus du tout un bien-être de la réappropriation, mais c'est un bien-être de la délivrance, quelque part. Je me délivre de moi.